Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans la matrescence. La matrescence, c'est la contraction du mot maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter l'épisode numéro 1. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité, loin de l'image lisse et parfois filtrée aperçue sur les réseaux sociaux. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir, mais surtout maman d'une petite fille de 18 mois, Ella. Maman, papa. Avec ce podcast, j'ai voulu mettre des mots sur le vécu des femmes, notamment autour de la maternité. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose chaque vendredi une conversation intime, pleine de rire, d'émotions et d'informations. Pour ce 8e épisode, je voulais faire un petit point lecture. Je reçois beaucoup de messages concernant les livres qui sont évoqués dans ce podcast et les lectures qui m'ont amené à créer ce podcast et à développer ma parentalité que j'ai pu avoir tout au long de ma grossesse. Ces 10 livres, bon allez, il y en a plus que 10, il y en a à peu près une quinzaine et des documentaires, sont vraiment importants pour des raisons bien précises et je vais vous raconter pourquoi. La première catégorie, c'est sur la catégorie grossesse. C'est souvent là qu'on commence à chercher, à vouloir se renseigner, à lire des ouvrages importants. Et moi, je regrette parce que malheureusement, ceux qui m'ont bouleversée sur la grossesse, je les ai lus après. Mais voilà, aujourd'hui, je les recommande à mes copines. Et si mes copines écoutent cet épisode, ça va les faire rigoler parce que je pense que je passe ma vie à leur dire « Oh, mais j'ai lu un livre génial, faut que tu le lises. » Désolée si je vous saoule avec ça, les filles. Mais je pense que c'est important de pouvoir se renseigner, de pouvoir soi-même faire son propre chemin. Voilà, donc c'est une liste évidemment non exhaustive. Ce n'est que mon chemin personnel, des choses qui ont été bénéfiques, qui m'ont marqué, qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris des choses évidemment, et qui ont transformé ma vision de la maternité et qui m'ont déculpabilisée. Oui, c'est un mot magique, mais c'est vrai. D'avoir lu, moi, personnellement, après, il y a des gens qui écoutent des podcasts, vous voyez, c'est peut-être votre cas à vous. Mais moi, j'ai besoin de lire. Peut-être que c'est parce que j'ai une mémoire photographique, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin d'avoir le livre dans les mains. Il y en a aussi qui lisent sur des tablettes, qui ont des liseuses ou des audiobooks, comme on dit. Donc, peu importe le format. Mais en tout cas, c'est important d'avoir la capacité d'avoir accès à ces informations. Alors, concernant la grossesse, le livre qui m'a le plus bouleversée, ça s'appelle « Le guide de la naissance naturelle » par Anna May Gaskin. C'est une très grande sage-femme américaine qui aujourd'hui doit avoir un peu plus de 80 ans. Une histoire très particulière, c'était une hippie qui est partie de San Francisco avec son mari et toute une troupe de hippies pour partir faire côte ouest, côte est. Et en fait, ils ont atterri dans le Kentucky où ils ont formé une communauté hippie qui s'appelle The Farm. Et là-bas, un peu par hasard, en gros, elle est devenue sage-femme. Parce qu'il y avait les femmes de la communauté qui commençaient à avoir des enfants et elle a aidé. Et en fait, elle raconte dans son livre, c'est un livre magnifique, donc qui s'appelle « Le guide de la naissance naturelle ». C'est absolument pas un livre pour vous dire il faut être une hippie et accoucher dans une ferme ou dans des conditions précaires. Pas du tout. C'est un livre qui donne le pouvoir aux femmes, qui explique le corps. C'est un livre très détaillé, très bien fait. Donc ensuite, elle a étudié évidemment pour être sage-femme.
Et oh là là, c'est un livre qui m'a mis une claque. Il est gros parce qu'il y a une grande première partie qui est sur les témoignages des femmes qui ont accouché à The Farm. Alors, vous n'êtes pas obligé d'être hippie pour accoucher à The Farm. Il y a des femmes qui faisaient 4, 5 heures, 6 heures de route, qui venaient dans des états différents des États-Unis pour aller accoucher avec eux, avec elles. Et simplement, c'est bouleversant. Ce livre, je l'ai lu après ma grossesse, malheureusement. Et j'avais déjà la conviction que je voulais accoucher plus tard si j'ai un autre enfant à la maison. Je pense que je l'ai encore plus maintenant avec ce livre parce que ça donne du pouvoir. Et ça enlève beaucoup de peur. C'est ce que je disais dans le premier épisode, que c'est très psychologique l'accouchement aussi. Et si on vous dit que vous allez avoir peur, que vous ne savez pas, que ça fait mal, évidemment que c'est ce qui se passera probablement. Elle parle beaucoup de la naissance orgasmique, elle parle de tout ce qui est la médecine moderne, ce qu'il y a de bien ou pas. Je crois qu'ils ont un taux de césarienne de 2%. Enfin bref, ce livre, il est magique. Je l'ai fait lire à 2-3 copines qui m'ont dit la même chose, que ça a changé leur vision de la femme enceinte. Donc si vous êtes enceinte, c'est la dernière ligne droite, ou c'est le début, allez-y, je vous jure, c'est un bijou. Voilà, et c'est pas... Vous pouvez en plus zapper toute la première partie qui est de témoignages, donc ça fait un livre beaucoup moins dense à lire, parce que ça peut impressionner le nombre de pages. Voilà, donc il y a des TEDx aussi sur elle, elle s'appelle donc Anna May Gaskin. C'est un sacré bout de femme. Et donc, c'est chouette qu'elle ait écrit ce livre. Le deuxième livre qui m'a vachement parlé, il s'appelle Au Monde, de Chantal Biermann. C'est une sage-femme française contemporaine qui est sage-femme dans un hôpital, une maternité dans le 93. Si ça se trouve, il y a des femmes qui écoutent qui ont été accouchées par elle, je sais pas. Ce livre, il est beau, il est dur. Si vous êtes enceinte, peut-être que c'est pas tout à fait le moment de le lire, parce qu'elle raconte beaucoup d'histoires de femmes qui sont pas évidentes, ce à quoi elle est confrontée en tant que sage-femme dans un milieu hospitalier. Donc c'est la réalité, c'est la façon dont elle traite les femmes, elle aussi, elle parle beaucoup du pouvoir des femmes, de la psychologie, de son métier, elle en tant que sage-femme, ce elle doit faire pour aider les mamans à accoucher et la présence du père. Enfin bref, c'est un livre complet, c'est en plus une française, donc ça parle à notre société. Je le recommande parce qu'elle fait l'historique des sages-femmes. Elle explique aussi un peu pourquoi aujourd'hui c'est trop médicalisé et que ça se passe parfois très mal. À partir du moment où les hommes médecins sont rentrés dans les cercles de femmes qui accouchaient. Voilà. Et ça explique beaucoup de choses sur le monde actuel. Très bien fait. Donc je recommande Au Monde de Chantal Biermann. Ou Biermann, pardon, je ne sais pas comment on prononce. Ensuite, il y a un livre récent qui s'appelle Le guide féministe de la grossesse de Elisa Rigoulet. Parce que c'est une vraie question, le féminisme, une fois qu'on devient maman. Et j'ai trouvé que ce livre il était très intelligent, très bien fait, parce que ça déculpabilise, parce qu'on enlève tous ces tabous autour de cette question. C'est un guide moderne, c'est le meilleur que j'ai trouvé des livres sur la grossesse et les étapes par rapport au guide très traditionnel qu'on trouve dans les grandes librairies. Pareil, il y a un livre anglais que j'ai lu qui s'appelle A Feminist Journey Through Motherhood. Il y a plein d'études, de nouvelles sur la neuroscience, sur les effets bénéfiques de telle ou telle pratique, de telle chose. La même chose pour cette femme qui s'est posé la question du féminisme au moment de la maternité. Donc ça me rassure, je suis pas la seule à m'être posé cette question. Et je trouve que ce livre, il est très intelligent aussi, mais il est en anglais. Il vient de sortir aux États-Unis, donc je pense pas qu'il y ait de traduction. Et enfin, sur la grossesse, un livre dont j'ai déjà parlé dans le podcast du docteur Michel Audin, qui s'appelle « L'humanité survivra-t-elle à la médecine ?» Je l'avais rencontré dans une conférence. Le titre est provocateur, exprès, parce qu'il s'appuie sur des données très précises et il explique que la façon dont on est aujourd'hui, naître, aura sûrement un impact sur plus tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de maladies auto-immunes
Beaucoup de maladies de peau, beaucoup de maladies intestinales, comme moi j'ai par exemple le fait d'être très intolérante au lactose et au gluten. Ce genre de choses, pour lui, il a étudié avec des microbiologistes, il a étudié avec tout un tas de scientifiques. Ça viendrait du fait qu'on est naître, du verbe naître, dans des milieux trop sceptiques, que les bactéries c'est bien, c'est bon, qu'il ne faut pas avoir peur de ça et que aujourd'hui on a réussi évidemment à faire baisser la mortalité infantile et des mères en couche, ce qui est un énorme progrès et c'est ce qu'il faut chercher, mais que du coup on a basculé de l'autre côté où maintenant malheureusement on a trop aseptisé ce milieu et on a, encore une fois, enlevé le pouvoir aux femmes. Et lui, il est, Michel Audin, pour que ce soit les sages-femmes qui soient en charge des accouchements, qui dirigent les maternités et que les obstétriciens soient vraiment là qu'en cas d'urgence. Il y a des maternités où c'est le cas, hein, mais la plupart du temps, malheureusement, non. Et les violences obstétricales dont on parle, qui viennent et des sages-femmes et des gynécos, mais il y a aussi les violences des gynécos envers les sages-femmes, voilà, de cette position de l'homme fort dans les maternités. Donc lui, il déconstruit un peu ça, bon, pas dans ce livre, hein, mais en général dans ses conférences. C'est un petit livre qui est vraiment chouette à lire, qui est intéressant. Après, en deuxième partie, je voulais parler des livres qui parlent du postpartum. Alors, on va être honnête, il y en a très peu. Moi, j'ai trouvé. Ou en tout cas qui ne m'ont pas parlé, ou je sais pas, j'ai pas eu accès. Si vous avez des recommandations, envoyez-les en message et avec grand plaisir. Mais il y en a un qui m'a particulièrement fait du bien et qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui s'appelle The First 40 Days, donc les 40 premiers jours de Heng Hu, de Mother Bees. Elle a un compte Instagram. J'ai découvert, j'ai pas honte de dire, grâce à Jessica Alba, que j'aime beaucoup, qui est quelqu'un qui met beaucoup en avant les femmes qui créent des choses. Donc, cette femme, Heng Hu, elle est d'origine chinoise, mais elle est américaine. Et elle a créé un livre qui raconte toutes les traditions ancestrales de la Chine, mais bon, des cultures autres que les cultures occidentales, et qui parle du fait qu'on doit, la quarantaine, les 40 premiers jours, quand une mère vient d'accoucher, toute l'attention doit être portée sur elle et donc la mère doit rester 40 jours allongée. Ça se fait beaucoup dans plein de cultures, ce que je vous ai autres que occidentales. On a un peu oublié ça dans nos cultures ultra médicalisées. On reste 2 jours à l'hôpital et ciao. Et après, reprenez votre place de femme, de peu importe ce que c'est. Et voilà, elle raconte à travers la nourriture, quel type de nourriture il faut donner aux mères dans ces moments-là, qu'est-ce qu'il faut apporter, à quel point c'est important les communautés, il faut s'écouter. Il y a beaucoup de femmes pour qui c'est dur de rester allongées, elles n'ont pas prévu comme ça et elles ont besoin de bouger, mais elle explique tous les bénéfices de rester allongée, qu'on lui apporte son bébé pour le nourrir, qu'elle reste avec son bébé en peau à peau. Voilà, qu'il n'y a pas d'injonction à faire des choses. Alors peut-être 40 jours pour certaines c'est trop long, peut-être pour d'autres c'est pas assez, je sais pas, mais en tout cas c'est à peu près dans beaucoup de cultures, c'était ces 40 premiers jours, donc c'est ce 4e trimestre en fait, hein, dont on parle concrètement. Il est hyper intéressant ce livre, plein de bon sens sur la nourriture. J'ai été la première victime, j'ai très très mal mangé pendant mon postpartum, j'ai grossi, j'étais fatiguée, c'est un cercle vicieux hein, quand on mange mal, qu'on mange du sucre. Voilà, enfin bref, c'est un super livre qui malheureusement n'est pas traduit en français. Donc c'est un peu problématique. Mais en tout cas, il m'a fait du bien et il m'a fait comprendre à quel point cette période, elle est essentielle. Voilà, la matrescence, le postpartum, les 40 premiers jours, peu importe comment on appelle ça, c'est une période charnière et qui permet aussi de beaucoup mieux récupérer parce que je sais qu'on l'a tout entendu, dors quand ton bébé dort. Oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de faire ça quand personne vient vous aider à la maison. Bah oui, on a besoin de faire les machines à laver parce qu'un nourrisson... ça salit je sais pas combien de vêtements par jour, de couches, de tout ce que vous voulez. Donc effectivement, dans ce livre, elle explique bien qu'il faut retrouver de la communauté. Et c'est de là aussi où c'est quelque chose que j'ai appliqué et que peut-être je fais pas assez avec les gens proches de moi et je m'en excuse, mais c'est quelque chose qu'il faut que je réapprenne. Si vous allez à la maternité voir des nouvelles mamans et nouveaux papas, amenez-leur par exemple un gros panier de fruits. Je vous jure, c'est mes beaux-parents qui nous ont offert ça quand j'étais à la maternité, mais c'est génial.
Les gens n'ont pas besoin de peluches, ils vous en auront 50. Amenez-leur à manger. Quand vous allez chez eux, amenez-leur à manger. Proposez de venir. Vous venez voir le bébé dans les premiers jours. Proposez-leur de faire toutes les machines à laver. Je sais, c'est pas drôle de faire toute la vaisselle ou amener à manger pour 3 jours. Je sais pas. Voilà, c'est hyper important. Et dans ce livre, on le comprend bien. Et moi, personnellement, effectivement, avant d'avoir un enfant et de me renseigner, je n'avais pas compris qu'il fallait faire ça. J'étais du genre à amener évidemment des petits cadeaux pour le bébé et j'avais pas compris que c'était la mère surtout qui avait besoin d'aide à ce moment-là et sûrement les pères aussi, mais ça on en parle moins et en tout cas là dans le livre ça se concentre sur la mère. Le deuxième livre qui va peut-être vous étonner mais qui moi je l'ai lu en postpartum, il s'appelle Une question d'équilibre de Mathilde Lacombe qui est celle qui a fondé Jolie Box mais du coup qui s'est appelée Birchbox après, qui aujourd'hui s'appelle M Skincare. Pourquoi ce livre ? Parce que elle parle beaucoup, donc effectivement, d'équilibre. Mais moi, il m'a fait du bien. Elle a eu 3 enfants très rapprochés. Elle a continué sa carrière. Et elle parle de maternité là-dedans. Et c'est des choses très simples. Elle parle des routines qu'on peut mettre en place, des choses qu'elle aurait aimé qu'on lui dise avant d'avoir un enfant. Voilà, c'est un livre plutôt feel good, moins prise de tête et qui, en tout cas pour moi, à ce moment-là, était parfait. Troisième catégorie, sur l'éducation au sens large, mais plutôt sur la découverte des bébés, des enfants, comment ils fonctionnent, leur cerveau. Pour moi, c'est la partie qui est vraiment importante. Et c'est ce que je disais dans le podcast auquel j'ai répondu il y a quelques semaines, qui est sorti hier, qui s'appelle le podcast de Nouveau Chapitre de la marque Jolie Bump avec Marie, où je parle des 2 livres qui m'ont marqué et qui, pour moi, sont essentiels. Mais il y en a un peu plus quand même, je vais en parler. Le livre qui, pour moi, devrait être donné à la maternité d'entrée, il s'appelle « Vivre heureux avec son enfant ». Et je remercie ma maman qui écoute de me l'avoir donné. Du docteur Catherine Guéguen, alors pardon. C'est une pédiatre renommée en France et je l'annonce ici en exclusivité. J'ai réussi à la contacter et il y aura très très prochainement un épisode avec elle, donc ça va être génial. C'est une formidable personne qui... a expliqué les neurosciences dans ce livre qui est très facile à comprendre. Et donc, à la lumière des neurosciences, on comprend tout le comportement du nourrisson à l'enfant assez tard. Elle donne des cas concrets dans son cabinet avec des exemples de patients. Jamais elle juge les parents. Et je vous jure que c'est une leçon, c'est une claque parce que c'est dur. Moi qui suis peut-être parfois un peu dure avec les adultes, ça remet en place. Parce que, voilà, les adultes qui parfois se comportent peut-être mal avec les enfants, de mon point de vue, ont eux aussi été des enfants qui ont été peut-être maltraités. Et c'est tout l'objet du bouquin. Et surtout, elle donne des choses vraiment concrètes, ce que je dis dans le podcast de Marie sur les neurosciences, mais on en parlera avec elle très précisément dans un prochain épisode. Les enfants n'ont pas de cortex frontal capable de la raison, donc d'analyser leurs émotions, de les gérer, et soyons honnêtes, même nous adultes, parfois on a du mal, et donc de se raisonner. Donc quand ils font une crise, qu'ils se roulent par terre, qu'ils tapent, qu'ils hurlent, qui hurlent, pardon, voilà, ma fille a 19 mois, ça lui arrive, et c'est normal. Eux, ils ont le cerveau des émotions qui est fois 150, et ils ne savent pas gérer une émotion. Et nous, adultes, on est là pour les aider, les guider. Et donc, dans ce livre, elle explique vraiment les neurosciences. Je pense que c'est partie de son livre, ma passion pour la découverte du cerveau. Donc voilà, c'est un petit livre, c'est pas compliqué. Il est dans toutes les librairies, à chaque fois il est mis en avant. Donc n'hésitez pas à l'offrir à des jeunes parents, à le lire, il est parfait. Le deuxième, c'est Au cœur des émotions de l'enfant, de Isabelle Fillosa. Ce livre, je l'ai lu aussi en suivant. Il m'a bouleversée, moi, en tant qu'adulte et personne. C'est un livre très touchant. C'est un livre qui date des années 90. J'étais hyper étonnée quand je l'ai lu parce que c'était en avance sur ce qu'on sait aujourd'hui des neurosciences. C'est magique. Et elle donne aussi des solutions sur comment réagir quand vos enfants font ça. Comment leur parler, dans quelle situation, comment les choses qu'on peut mettre en place. C'est un bouquin génial. Au cœur des émotions de l'enfant, franchement, j'ai adoré le lire. Je l'ai donné à tout le monde, à toutes mes copines. Pardon encore à elle. Mais vraiment top. Elle a aussi écrit d'autres livres, dont un qui s'appelle J'ai tout essayé, où il me cherche. C'est pour les parents qui n'ont pas forcément des nourrissons, des enfants un peu plus grands qui sont dans
dans des phases plus difficiles. Donc, vous pouvez les lire, ils sont illustrés parfois. J'ai tout essayé, il est illustré sous forme de petites BD, donc très sympa à voir. Ensuite, il y a le livre qui s'appelle Cool Parents Make Happy Kids. Donc, c'est un livre français de Charlotte Ducharme, qui a un blog éponyme. Donc, très facile à lire, qui reprend un peu tous les principes en plus condensé. Donc, peut-être si vous découvrez un peu la parentalité, que vous avez des questions, ce livre, il est très accessible, efficace, pas du tout culpabilisateur et très intéressant. Et elle raconte son cheminement, elle, en tant que parent, avec ses 2 enfants. Donc j'ai vraiment bien accroché. D'ailleurs, il y a quelques temps, si vous suivez Caroline Receveur, qui est sur les réseaux sociaux, une très grosse communauté de 3 millions d'abonnés, et elle a mis une story avec ce livre, donc c'est génial. J'adore quand les gros comptes le font, parce que ça touche beaucoup de parents, donc tant mieux. Et le dernier là-dedans s'appelle « Parler aux enfants pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent ». Eh ben, je vous assure que ce titre, il est génial, parce que ça m'a appris, moi, pas à écouter les enfants, mais à écouter les adultes un peu plus, à accueillir les émotions. C'est plein d'étapes, c'est les Canadiens qui ont apporté ça, c'est Faber et Maslich, donc c'est les ateliers que j'ai suivis aussi, de parentalité. Et ce livre, il date des années 80, je crois. C'est fou, je me dis, mais ils sont tellement en avance. Et alors ça, c'est un livre pragmatique au possible, je vous assure. Alors c'est drôle parce que c'est canadien, il y a des petits mots, ça fait rigoler. Il y a aussi des petites BD à l'intérieur, des situations. C'est que des situations, cheminement des parents. Bref, super livre. Vraiment, quand vous êtes dans une impasse avec vos enfants, je trouve que ça enlève plein de nœuds. Donc vraiment un livre que je recommande. Dans la catégorie sommeil, parce que je crois que c'est hyper important pour les parents. Il y a un livre qui a changé ma vision des choses. Et je regrette de ne pas l'avoir lu avant. Je l'ai lu, ma fille, elle avait 9 mois. Il s'appelle Dormir sans pleurs, de Dr Rosa Jove, qui est espagnole. C'est une pédiatre aussi. Oh là là, ce livre, il est génial. J'ai vu aussi que, je crois que c'est Et pourquoi pas Colline, sur Instagram, qui en a parlé il n'y a pas longtemps, qui vient d'avoir un bébé. À partir du jour où j'ai lu ce livre, nous on a toujours eu des soucis à endormir notre fille, très compliqué. On l'a mise dans un lit par terre parce qu'elle supportait pas les barreaux, donc tant mieux. Je pense qu'elle est toujours attirée par ce qui se passe dans le monde, difficile de l'endormir. Donc ce livre m'a permis de comprendre le mécanisme du sommeil. Les enfants avant 6 ans n'ont pas un sommeil, acquis. Voilà, le cerveau, encore une fois, n'est pas développé pour pouvoir dormir toute la nuit sans réveil, tout ça. Donc, ça décrypte les phases de sommeil, ça explique un peu l'histoire aussi du sommeil. Pourquoi est-ce que les enfants ont besoin en fait de dormir avec nous? C'est juste que ça fait des millénaires que c'est comme ça. Et que c'est la société moderne qui a voulu séparer dans des chambres pour un peu plus d'individualisme. Donc ça remet aussi les idées en place quand on parle de cododo. Moi je suis honnête, avant d'avoir un enfant, j'ai dit à mon mec jamais, enfin quand j'étais enceinte, j'ai quand même dit quand j'étais enceinte, je dis jamais elle dort dans notre chambre, on reste un couple, on reste tous les deux. Puis elle est née, j'ai dit à mon mec jamais elle dort loin de moi. Et voilà, j'ai eu beaucoup de mal à la laisser dormir ailleurs qu'à côté de moi en cododo, aussi parce que j'allaitais, donc c'était plus simple. Donc je vous encourage, il y a beaucoup de parents qui ont des problèmes. Donc dormir sans pleurs, et tout est dans le titre. Un enfant qui s'endort en pleurant, c'est pas bon. Son cerveau, il est en détresse. Il n'y a pas de méthode pour entraîner un enfant à dormir. Il y a juste des méthodes pour le rassurer, pour faire en sorte qu'il soit apaisé quand il s'endort. Donc franchement, il est top. Et en dernier, je vais juste parler du documentaire qui est juste... génial, qui s'appelle The Beginning of Life o Comenzado da Vida de Estela Reiner sur Netflix, qui est un documentaire dans 8 épisodes, je crois. Pas assez pour moi, à mon goût. Je vais quand même re-regarder parfois 3 ou 4 fois chaque épisode. Qui parle de la parentalité, maternité dans le monde entier aujourd'hui. Il y a même Gisèle Bündchen, si vous connaissez la mannequin
qui intervient dans ce documentaire. On va au Brésil, on va en Inde, on va en Italie, on va aux États-Unis, au Canada. C'est vraiment parler de la maternité au sens large avec des spécialistes du monde entier qui, encore une fois, parlent de neurosciences, encore une fois, parlent de ce qu'on sait aujourd'hui, et c'est un bijou. C'est magnifique. On parle de dépression postpartum, on parle de l'isolement, il y a un épisode qui, moi, m'a beaucoup marqué et qui fait aussi que j'ai voulu lancer ce podcast, je pense, qui parle de ce qui donne cette phrase magique que j'adore. Il faut tout un village pour élever un enfant. Et je pense pas qu'on puisse se rendre compte de ça avant d'avoir un enfant. Et c'est tellement vrai. 1, les enfants, ils ont besoin d'être exposés à d'autres adultes que leurs parents. Et 2, les parents ont besoin de sentir une communauté autour d'eux. Et ça m'a beaucoup parlé. Autant j'ai du mal à faire lire les livres à mon mec, autant je lui lis les pages qui m'intéressent et il est très réceptif, mais autant ce documentaire, j'ai réussi à lui faire regarder, il a adoré. Donc si vous êtes une femme et que votre conjoint a du mal à lire les livres, ou je sais pas, peut-être faites-lui regarder ce documentaire sur Netflix qui est génial. Il y en a d'autres que j'ai adoré aussi, c'est Le Maître est l'enfant, EST. C'est un documentaire que j'ai acheté, je crois via iTunes ou Vimeo, je sais plus, qui est un documentaire sur la méthode Montessori, mais c'est fascinant sur l'autonomie, la capacité sur les enfants. Franchement, ça aussi, j'ai réussi à le faire regarder à mon chéri. Et waouh, c'est une claque de voir des enfants apprendre, c'est beau, c'est vraiment beau. Donc c'est un documentaire dans une classe à Roubaix, dans la plus vieille classe Montessori de France, avec un institut qui a l'air génial. Alors oui, c'est un documentaire, mais je vous assure, on voit aussi les enfants être indisciplinés, courir partout, mais c'est juste le processus d'apprentissage qui est magnifique à regarder. Et le dernier documentaire, ça s'appelle Le cerveau de l'enfant. Pareil, je l'ai acheté en ligne, en VOD. Donc c'est une réalisatrice française qui vit aux États-Unis, qui est une ancienne journaliste, et qui s'est intéressée au cerveau de l'enfant, comme son nom l'indique, vous aurez compris. Et donc, qui fait parler plein de spécialistes américains sur l'apprentissage, sur comment les connexions se font, sur toutes les études, toutes les expériences qui ont été faites. Wow, c'est génial aussi. Ça, c'est génial pour les adultes, pour tout le monde. On arrive enfin à comprendre, à décrypter. Et je voulais faire cet épisode-là sur les lectures, tout ça, parce que vous l'aurez compris, pour moi, et je pense que ça, c'est mon côté très journaliste, savoir, c'est donner le pouvoir. Et on est dans une société où on a accès à beaucoup de choses, mais c'est dur de faire le tri, où les réseaux sociaux renvoient une image soit très culpabilisante, et ça c'est dur, soit trop parfaite, ça c'est dur, ou soit au contraire c'est génial parce qu'il y a une communauté. Donc tant mieux, mais pas facile de s'y retrouver. Donc pour moi, quand on a les acquis, les connaissances, on peut faire le tri beaucoup plus facilement et prendre du recul et être moins atteint. Voilà pourquoi je voulais donner les livres qui m'ont marqué moi. Après, je dis pas qu'il y en a pas d'autres, je pense qu'il y en a plein d'autres, et tant mieux. Du coup, comme pour l'épisode numéro 1, partagez avec moi les lectures et j'essaierai de faire un condensé sur les réseaux sociaux pour en parler. Voilà, merci d'avoir écouté cet épisode qui est un peu particulier. Dans les prochaines semaines, ça va être génial. Je l'avais annoncé, mais là c'est sûr, je l'enregistre la semaine prochaine. La neuroscientifique, elle s'appelle Jodie Pawluski, avec qui j'ai commencé tout ça depuis le début, depuis des mois. On va enregistrer l'épisode, donc vous allez enfin pouvoir comprendre l'évolution du cerveau de la mère, des pères et des parents adoptifs. Surtout ce processus de devenir parent. Il va y avoir une personnalité connue qui va répondre à ce podcast. Il va y avoir donc le docteur Catherine Guéguen. Il va y avoir... il y en a plein d'autres qui arrivent. Je fais un petit teaser, mais parce que c'est trop chouette ce qui va arriver. Lundi matin, juste petite annonce, je serai sur France Bleu Gironde à partir de 9h, si vous voulez écouter l'émission, pour parler de ce podcast, de la matrescence. Donc je suis très contente de pouvoir en parler à la radio. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Rien, je vais me taire et vous laisser aller peut-être découvrir des livres, m'en recommander. Bref, merci, vive la matrescence, très bonne journée à vous, bonne soirée et à très vite.